Bonjour tout le monde, chères âmes du groupe Facebook Libre, Imparfaite et Heureuse. Muriel Joubert en direct dans le groupe et en direct depuis l'Inde, du Kerala, dans un lieu qui s'appelle Somatiram Ayurveda, pour ce live sur le thème de l'Ayurveda. L'Ayurveda qui est réellement, qui signifie quand même connaissance de la vie, ou alors on peut aussi traduire par connaissance de la longévité, donc c'est pas rien. Si j'ai des spécialistes de l'Ayurveda, je sais que certains ont rejoint le groupe et puis certains connaissent bien, n'hésitez pas à me poser vos questions, y compris vos questions pointues, parce que si j'ai pas la réponse dans l'instant, je n'ai pas la réponse à tout, j'ai 7 médecins ayurvédiques sous la main, je parle anglais, ils parlent anglais, et notamment la médecin en chef qui s'appelle le docteur Sina, qui est une femme, ça me plaît. Elle a un savoir immense, cette femme, et j'adore discuter avec elle. Et l'autre jour, elle disait à mon compagnon, en parlant de moi, elle disait « Oh, she knows everything » avec leur petit accent où ils roulent les R. Ça veut dire « elle sait tout ». Non, je ne sais pas tout, mais ça fait quand même depuis 2005 que je m'intéresse de près à l'Ayurveda. Enfin, je ne m'intéresse pas, j'ai été formée à l'Ayurveda dans ma formation initiale d'enseignante de yoga. J'ai déjà reçu 4 cures ayurvédiques dans ma vie. Et quand je viens dans une cure ayurvédique, notamment au début, moi, j'aimais beaucoup poser des questions, savoir à quoi ça servait, telle et telle chose. Enfin voilà, j'étais curieuse, je m'intéressais. Je lisais tous les jours sur l'Ayurveda, sur à quoi ça sert, comment ça marche. Enfin voilà, je me suis beaucoup formée en fait dans mon école de yoga et puis après par moi-même sur le tas. Donc je suis une vraie passionnée du sujet parce que tout simplement, je suis une passionnée de santé au naturel au sens plus large que l'Ayurveda. Et l'Ayurveda, pour moi, est une très belle voie de santé au naturel qui met la prévention au cœur de son système. Bien évidemment, c'est aussi une médecine qui a plus de 5000 ans, une médecine traditionnelle indienne. Donc, il y a aussi tout un aspect de guérison quand les maladies se sont déclarées. Mais ce que j'aime dans l'Ayurveda, c'est toute cette dimension de prévention sur une fois qu'on a fait une cure, où là, on est plutôt dans un aspect guérison par rapport à des déséquilibres qui se seraient installés. Mais après, qu'est-ce qu'on ramène chez soi et qu'est-ce qu'on met en place chez soi dans le quotidien pour continuer d'aller bien, en fait, d'entretenir ce qui a été remis en place lors d'une cure. Donc je vais parler de tous ces sujets-là. Posez-moi des questions au fur et à mesure du live, ça va être interactif. Et puis j'ai prévu en fin de live de vous faire une annonce qui n'était pas prévue avant ce matin. Il faut croire que les purifications, je suis en pleine cure de purification et j'en suis au 11e jour. Donc ça y est, on a passé le gros pic, on va dire, et ça clarifie l'esprit. Donc j'ai des nouvelles idées, des nouvelles intuitions qui me sont arrivées. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce matin. Donc je vous parlerai de la surprise que j'ai prévue pour vous en fin de live. Première question qu'on m'a posée, parce que depuis une dizaine de jours, quand je parle de mon expérience ayurvédique et puis du live, vous avez invité à me poser des questions. Les premières questions qu'on m'a posées, c'est quoi l'Ayurveda? Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout, donc je vais dire 2 mots quand même dessus. Et c'est quoi une cure ayurvédique? Alors l'Ayurveda, donc je l'ai un peu dit, ça a plus de 5000 ans. Comme le yoga, ça fait partie de l'Inde. Il y a des traités très anciens qu'on a retrouvés, qui ont été écrits. Donc c'est une médecine traditionnelle, c'est la science qui s'occupe de la connaissance de la vie ou de la connaissance de la longévité, l'Ayurveda, c'est cette branche-là. Un médecin ayurvédique, pour information, leur formation, ça dure 15 ans, donc c'est une vraie médecine. Il y a des traités qui ont été retrouvés sur la médecine générale, la pédiatrie, tous les troubles psychosomatiques et maladies psychiques, et après tous les troubles concernant la sphère, ce que nous on appellerait la sphère ORL, c'est-à-dire les yeux, le nez, les oreilles, la gorge, voilà. Donc c'est une somme de connaissances. Il est dit dans la tradition ancestrale indienne même que ça aurait été directement créé par Brahma qui est le dieu créateur pour l'Inde, donc c'est un dieu important, le créateur de l'univers, et c'est lui qui aurait donné l'Ayurveda aux humains. Donc c'est vraiment quelque chose de très documenté, de très ancien et qui s'est transmis jusqu'à aujourd'hui et qui est pratiqué jusqu'à aujourd'hui. L'Ayurveda, Ayurveda, Veda, ça veut dire science, c'est donc ces fameux textes dans l'Inde, il y a plusieurs Védas sur différentes choses. Et Ayur, ça veut dire la vie, le vivant. On traduit aussi par la longévité. Donc Ayurveda, connaissance de la vie, connaissance de la longévité. Voilà, tout simplement. L'Ayurveda, ça peut vite devenir très complexe. Donc je ne vais pas rentrer dans une trop grande complexité, même si moi j'avoue que j'aime bien la complexité. Mais je vais essayer de rester plutôt généraliste. Si je pars trop dans des détails trop complexes, arrêtez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Hello Véronique, bonjour, bienvenue. Il faut quand même qu'on se pose un petit peu sur les principes de base de l'Ayurveda.
Les principes de base de l'Ayurveda, c'est qu'en fait, pour eux, cette conception-là de la santé, qui met donc la prévention au cœur du système, c'est basé sur différents éléments qui nous composent, sachant que l'Ayurveda vise à une santé globale. Pour eux, la santé, c'est pas du tout que le corps physique. C'est comme le yoga, le corps et l'esprit sont liés pour l'Inde. Donc c'est une santé sur le corps physique, c'est une santé mentale et c'est également une santé d'ordre spirituel. Voilà. Pour l'Inde, tout ça est corrélé en fait. Il n'y a pas de distinction entre les trois. L'Ayurveda vise à nous redonner un état de santé naturelle. Ça se traduit comment? Ça se traduit par une vie paisible, une vie apaisée, une vie confortable dans les différentes sphères de notre vie, c'est-à-dire la sphère physique, la sphère psychique, la sphère sociale aussi, donc dans les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. Il y a une dynamique relationnelle aussi qui est prise en compte quand on a des maladies, entre guillemets. Et donc on prend l'être humain dans une globalité. Ça déjà, c'est la première chose à dire. Pour l'Ayurveda, donc dans le monde, dans l'univers, dans le cosmos, il y a 5 éléments. C'est facile, les 5 éléments, c'est la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Alors l'éther, on va aussi l'appeler l'espace, c'est le même élément. Et donc pour cette philosophie indienne, chaque chose dans ce monde est constituée de ces 5 éléments. Et un être humain, c'est exactement la même chose. Et même dans chacune de nos cellules, on retrouve cette même composition. Simplement, ce qui va varier d'une personne à l'autre, c'est on va dire, il ne parle pas de pourcentage, mais il parle de la composition de ces éléments entre eux, comment ça s'entremêle dans une personne. Et puis ce qui différencie évidemment l'être humain du reste de notre environnement, on peut penser aux animaux, aux végétales, aux minérales, etc., les autres règnes, eh bien c'est que nous sommes dotés de conscience, cette faculté extraordinaire qui nous permet d'avoir un retour sur nous-mêmes et que nous sommes dans le vivant, c'est un privilège chez les êtres humains. Mais sinon, on est constitué de la même chose que tout ce qui nous entoure, les 5 éléments. Pour l'Ayurveda, ces 5 éléments, ils se retrouvent dans 3 tendances énergétiques. On va appeler ça des doshas, c'est le mot sanskrit. Les 3 tendances énergétiques, certainement vous les connaissez, parce que quand on est un tout petit peu initié à l'Ayurveda, on les connaît, c'est Vata, Pitta, Kapha. Kapha, ceux qui connaissent bien l'Ayurveda et qui parlent à l'indienne, ils disent Kapha. Moi, je prononce à la française, il y a un PH, donc je dis Kapha. Je vais revenir dessus. Une cure ayurvédique, pourquoi on fait une cure ayurvédique? C'est une démarche, j'allais dire avant tout, pour soi, c'est-à-dire on se fait du bien, très clairement, quand on vient faire une cure ayurvédique. C'est un des premiers principes de la cure ayurvédique. Et là, on est déjà dans une démarche, on va dire, de guérison. La prévention, c'est après, quand on va rentrer chez nous. La cure ayurvédique, c'est comme un reset. Moi, j'aime bien prendre cette image de reset, un peu comme un ordinateur. On fait des nettoyages et ça repart. Il y a 2 grandes catégories de cure ayurvédique. Il y a les cures de purification. C'est celles que nous, on reçoit là en ce moment. Ça s'appelle les panchakarma traitements parce qu'il y a 5 types de purification. Nous, sur les 5 types de purification, il y en a 3 sur 5 qu'on a en ce moment dans la cure. Je vous donne des exemples. Purification, ça veut dire quoi? C'est très concret. C'est des produits qui permettent de vomir, parce que c'est une purification. Des produits qui permettent de purger. Des produits, c'est toujours très sexy. Des produits qui permettent d'éliminer par la voie anale. Ça s'appelle Basti, 3e sorte de purification. Après, il y en a 2 autres. Ah oui, par le nez aussi. Donc tout ce qui est nettoyage du nez, c'est la 4e sorte de purification. Ils se servent de l'huile pour faire ça. Et la 5e sorte, je ne vais pas m'en souvenir parce qu'on ne l'a pas eu. Ah oui, c'est tout ce qui est, vous savez, ponction sanguine, là. Voilà, les saignées. Donc ça, c'est les 5 grandes catégories de purification. Nous, dans une cure de purification, Panchakarma, ça s'appelle, nous avons le grand privilège d'avoir 3 types de ces purifications sur les 5. Donc c'est quand même déjà pas mal. Donc premier type de cure ayurvédique, la cure de purification. Et 2e type de cure ayurvédique, c'est la cure de soulagement, ils appellent ça. Tout simplement, en fait, c'est une cure où il n'y a pas de purification. Il n'y a pas les 5 pratiques là que je vous ai citées. Pour quelle raison? C'est pas parce qu'on est trop propre, ça n'existe pas, un être humain trop propre. C'est parce qu'on a des contre-indications aux purifications. Par exemple, si on est enceinte, évidemment, on ne va pas faire de purge. Si on est en train d'allaiter, je suppose qu'ils ne font pas de purge. Enfin, voilà. De toute façon, à chaque fois, on passe devant le médecin. C'est eux qui définissent quel type de cure on va recevoir. Peut-être il y a des questions d'âge aussi. Tout est personnalisé. C'est comme la naturopathie. Il faut bien comprendre que l'Ayurveda, c'est un médecin ayurvédique qui va déterminer votre constitution et qui va déterminer ensuite de quelle cure vous relevez.
Quand on réserve dans un endroit comme ça, on prend la cure type, qui fait 14 jours. On dit le nombre de jours en fait qu'on veut de cure. Donc c'est 2 semaines, qui est le bon compromis, j'ai envie de dire, 14 jours. Et après, à l'intérieur, chacun, on reçoit des choses, il y a beaucoup de soins communs, on est 4 personnes, mais après, chacun, on les reçoit pas les mêmes jours, ils sont assez personnalisés en fonction de notre constitution et puis de notre état tous les jours, parce que tous les jours, on voit le médecin 10 minutes avant les soins, et je vais vous expliquer les questions qu'il nous pose, c'est très intéressant, la vision de la santé sur l'Ayurveda, c'est des choses très simples en fait, on revient à des bases. Alors, je reviens d'abord, avant de plonger dans la cure, ce qui sera la deuxième partie de mon live, je reviens d'abord sur les types ayurvédiques, donc Vata, Pitta, Kapha. Vata, c'est l'air et l'éther, c'est une combinaison des 2 éléments, l'air et l'éther. Les Vata, pour résumer, on les appelle les grands sensibles. C'est les types les plus nerveux, d'ailleurs les maladies du Vata, quand ça se dérègle, ça va être tout ce qui est maladies nerveuses, angoisse, peur, insomnie, voilà. Vata, c'est dans le corps, ça va réguler tout ce qui est mouvement. Donc les gens Vata, souvent, c'est des gens plutôt minces, qui sont souvent en mouvement, ils ont la parole rapide. Moi, par exemple, je suis à dominante Vata. Et puis j'ai un deuxième dosha, tendance énergétique, qui est Pitta, le feu. Les Vata, donc le Vata, le siège principal du Vata, c'est le gros intestin, parce qu'évidemment, à chaque tendance énergétique, il y a des organes associés. Chaque tendance énergétique, donc dosha, régule aussi un certain nombre de fonctions dans le corps. Voilà pour Vata. Les Vata, c'est ceux qui ont la santé la plus fragile en général. Donc, tendance à s'épuiser vite, parce qu'en plus ils sont nerveux, ils vont beaucoup consommer de leur énergie nerveuse sans s'en apercevoir. Ils vont pas trop se ménager, les Vata, ça c'est un signe assez caractéristique. Ça s'épuise facilement, un Vata. Et souvent, c'est les types ayurvédiques qui vivent le moins vieux, s'ils n'entretiennent pas leur bagage. J'avais une prof de yoga où on travaillait beaucoup l'Ayurveda, avec elle disait, on arrive sur Terre, on a tous des valises différentes, des tailles de valises différentes. Il y en a, ils ont des grosses valises, ça va être les Kapha plutôt. Il y en a, ils ont des petites valises. Et elle me disait, toi Muriel, tu as une petite valise en arrivant. Ok, c'est clair. Mais par contre, notre vie sur Terre, ça ne dépend pas de la valise de départ, ça dépend de ce qu'on en fait tout au long de notre vie. C'est en ça que l'hygiène et la prévention et les saines habitudes prennent le dessus sur ce sur quoi on a été doté au départ. Voilà, on connaît des gens avec des grosses valises qui vont brûler la chandelle par les 2 bouts et très vite avoir une vie très dégradée, et des gens qui ont des petites valises mais qui ont la sagesse de s'y intéresser, de s'intéresser à leur propre valise, leur corps, leur esprit, la spiritualité, etc. et qui vont du coup mener une belle vie jusqu'au bout. Voilà. Donc, peu importe la taille de la valise, intéressons-nous à cette connaissance de soi. L'Ayurveda, il prône vraiment un retour vers les lois du vivant, en fait, c'est-à-dire une connaissance d'abord, une connaissance des lois du vivant, pour essayer de vivre le plus possible en harmonie des lois de la vie. Parce que pour eux, dans ce système-là, les maladies, c'est un déséquilibre qui s'est installé par méconnaissance que nous avons des lois du vivant. Voilà. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans nos civilisations, l'Ayurveda considère que la plupart de nos maladies, y compris parmi les plus graves, qu'on peut connaître aujourd'hui en Occident, ce sont des maladies dites de civilisation. Il n'y a pas qu'en Occident qu'on les connaît, en Inde également, évidemment, ils ont toutes ces maladies-là, qui sont des maladies, pareil, de civilisation. Donc avec des sains principes, on peut ramener la santé dans le corps. L'Ayurveda, c'est un peu comme la naturopathie, ils vont chercher toujours à revenir à la cause racine. Ils ne vont pas s'arrêter à la maladie, ça va être pour eux un indicateur d'un dérèglement de votre dosha, donc Vata, Pitta, Kapha, et ils vont chercher à revenir à la racine, donc à remettre en équilibre les doshas dans le corps. Donc j'ai parlé un peu du Vata, je vais parler du Pitta. Pitta, c'est le feu, le résumé du Pitta, c'est le feu sacré. C'est vraiment des personnes, Pitta, voilà, il y a ce feu-là qui les stimule dans la vie, ça va être des personnes, il y a une intelligence qui est assez vive, il y a un côté qui peut être compétitif, psychologiquement parlant, il peut y avoir de la colère chez les Pitta. Voilà, Pitta, ça va réguler dans le corps le métabolisme, la sensation de température, le chaud, le froid, voilà. Pitta, c'est un bon appétit, ça aime les plaisirs de la table. On a un ami qui est Pitta dominant, il nous parle de saucisson, parce que pendant la cure ayurvédique, on mange végétarien, évidemment, pour que le corps détoxine bien. Et lui, il nous parle de saucisson fréquemment. Un Pitta privé de sa nourriture favorite, il a un peu de mal. Ça me fait sourire, parce qu'on en plaisante beaucoup, évidemment. Après, il y a le 3e dosha, donc la 3e tendance énergétique, qui est Kapha. Kapha, on les appelle les personnes flegmatiques. Je vais attendre un peu pour ma coupure de courant. Non? Me revoici. Alors, c'était carrément une coupure de connexion, donc c'est l'Inde.
je vous l'ai dit en tout début de live, il peut y avoir des interruptions, des coupures de courant et des coupures de Wi-Fi. Donc c'est ce que nous venons de vivre. Mais là, ça y est. Tant que... Ça y est. Est-ce que ma connexion est revenue? Le premier qui me dit oui, je continue. Oui, ça y est, je vous vois. Enfin, capricieux. Wi-Fi capricieux. Alors ça, c'est très intéressant. Donc je viens d'avoir une coupure de connexion. En général, ça dure 2 minutes, hein, parce que coupure de courant, l'Inde, etc. Je vous ai prévenu, on s'adapte. Typiquement pour l'Ayurveda, une des grosses causes de déséquilibre dans nos vies, c'est le stress. Hein. Donc quand il y a une coupure de connexion, mais on ne va pas se mettre à stresser, voilà. Parce qu'après 11 jours de cure ayurvédique, quand même, ça serait dommage. J'en étais donc à parler de kapha, les flegmatiques. Donc kapha, c'est tout ce qui va amener de la structure dans le corps. Hein. C'est les éléments terre et eau. Kapha. C'est les personnes qui sont plus lourdes, souvent il y a du surpoids chez les kaphas. Paradoxalement, c'est les gens qui ont une meilleure longévité potentielle. Toujours pareil, s'ils prennent soin de leur valise, avec mon image des valises de tout à l'heure. Kapha, c'est la gorge, le nez, la poitrine, les sièges principaux de ce kapha dans le corps. C'est une énergie qui est plus lente, ce sont des gens plus posés, plus calmes. Voilà, moi par exemple, je suis Vata Pitta, j'ai pas trop de kapha en moi. Ça se voit à ma... Alors, comment un médecin, il sait ce que vous êtes? Mais il n'y a pas qu'un médecin, vous aussi, vous pouvez faire des propres hypothèses, il y a des questionnaires en ligne sur Internet. Mais en fait, pour déterminer votre constitution, alors il y a 2 constitutions. Là, on parle d'abord de la constitution de base. On a tous une constitution de base à la naissance. La prakriti, ça s'appelle. C'est une combinaison unique des 5 éléments en vous, donc des 3 doshas. Pour déterminer ça, il y a d'abord l'observation physique, la couleur des cheveux, la texture de la peau, est-ce qu'elle est sèche, est-ce qu'elle est plutôt grasse, est-ce qu'elle est épaisse, est-ce qu'elle est fine, la taille des yeux, la taille des lèvres, les cheveux, la couleur, l'ossature, la corpulence. Donc voilà, tout un tas d'observations physiques. Ensuite, il va y avoir les observations d'ordre plus psychologique. Donc quand vous venez ici pour faire une cure, vous remplissez le premier jour un questionnaire, qui est assez long quand même, hein, et on vous pose des questions du style... quels sont vos rêves? Est-ce que vos rêves, vous faites des cauchemars? Est-ce que vos rêves sont plutôt tranquilles? Est-ce que vous rêvez souvent? Est-ce que vous vous souvenez souvent de vos rêves? Ben voilà, il y a tout un tas de questions aussi sur notre vie psychique. Est-ce que vous êtes plutôt anxieux? Est-ce que vous avez des peurs? Enfin, voilà. Donc, ça fait partie aussi du diagnostic, puisque les types ayurvédiques vont avoir différentes orientations psychologiques, on va dire. Et puis ensuite, il y a vraiment cet outil dans l'Ayurveda qui est magnifique, hein, qui est la prise des 3 pouls, Vata, Pitta, Kapha. Voilà, donc le médecin vous prend le pouls comme ça, là, au niveau du poignet, les 3 pouls. Et ça leur donne beaucoup d'informations. Donc, à partir de toutes ces informations collectées, on va déterminer votre constitution d'origine qui, elle, ne changera jamais. Donc moi, par exemple, je suis Vata, Pitta et ça ne changera jamais. C'est ma constitution d'origine. Par contre, ce qui change, c'est après qu'on a une Vikriti, qui est la constitution du moment. C'est-à-dire, il y a des déséquilibres qui s'installent par rapport à notre constitution d'origine. Et pourquoi les déséquilibres s'installent? C'est tout simple. C'est les problèmes de civilisation, le stress en premier lieu. Après, il peut y avoir des déséquilibres aussi liés à la saison, notamment quand on est en Europe, parce qu'on a des saisons beaucoup plus marquées qu'en Inde, par exemple. Donc, il va y avoir des phénomènes normaux ou moins normaux qui vont pouvoir déséquilibrer notre constitution. Et donc tout l'art de l'Ayurveda va être de ramener l'équilibre. C'est pour ça que j'avais intitulé ce live « Une voie vers l'équilibre ». Tout l'art de l'Ayurveda va être de ramener de l'équilibre dans le corps, dans l'esprit, pour avoir une belle santé. Alors, ça s'intéresse à ces 3 doshas, l'Ayurveda. Ça s'intéresse aussi à nos tissus. Donc les tissus, c'est tout ce qui compose un corps physique, c'est-à-dire la moelle, le sang, les os, les selles, voilà, etc., le sperme, etc. Tout ça, c'est des tissus. Donc, l'Ayurveda va s'intéresser à la qualité de nos tissus. Et dans une cure ayurvédique, évidemment, tout va être fait, notamment dans les massages, pour ramener de la qualité dans nos différents tissus qui nous composent. Ensuite, il y a un autre principe très important pour l'Ayurveda, c'est les malas. Les malas, c'est les toxines. Donc, l'Ayurveda s'intéresse à notre taux de produits toxiques à l'intérieur. Pourquoi sommes-nous avec des toxines à l'intérieur? C'est tout simplement un fonctionnement normal du métabolisme. Un corps humain, il métabolise des aliments qu'on mange, il les digère, il en rejette des déchets pour partie avec les processus d'élimination, mais il y a une partie des déchets qui ne sont pas éliminés
pour plein de raisons différentes, notamment dans l'intestin, si on pense aux villosités de l'intestin, il y a des choses qui peuvent rester. Puis bon, il y a d'autres raisons aussi. Je ne parle même pas là de gens qui auraient des problèmes d'élimination, comme la constipation ou autre, où là évidemment ça va créer d'autres troubles. Mais même dans un corps qui fonctionne parfaitement bien, il y a un processus naturel de création de toxines. Et donc après, c'est tout simplement une question de quantité. Au bout d'un moment, s'il y a trop de toxines, eh bien, ça va encrasser le corps et l'esprit, parce que ça joue dans les deux plans. Donc c'est pour ça que la plupart des cures sont des cures de purification, où il y a ces mécanismes de purge et autres pour aller déloger les toxines et les évacuer. Donc l'Ayurveda s'intéresse à ça aussi, aux toxines que nous avons dans le corps. Et puis il y a un dernier concept qui est très important pour eux qui s'appelle Agni, c'est le feu digestif. Donc l'Ayurveda s'intéresse aussi à la qualité de notre feu digestif. Parce que si on n'a pas un bon feu digestif, ben évidemment, on a beau bien manger, c'est pas forcément bien manger qui compte, enfin c'est très important, mais ça va être surtout bien digéré, bien assimiler ce qui a besoin de l'être, etc., etc. Et donc, tout l'art de l'Ayurveda, ça va être de remettre en équilibre l'ensemble de ces éléments. D'abord, on va commencer par les 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha, mais on va s'intéresser également à tout le reste, les tissus, le feu digestif et les toxines. Donc c'est vraiment, pour moi, une science du corps, de la vie, qui est complète. C'est ça que j'adore dans ce système-là. C'est que pour eux, la maladie, ils ne vont pas focaliser sur une maladie, comme nous on sait faire, et en donnant un médicament pour cette maladie. Non, pour eux, la maladie, je donne un exemple, vous avez une maladie des bronches. Ben pour eux, ça va les mettre sur la piste du kapha. Kapha, parce que kapha, le siège de kapha, c'est notamment le nez, la gorge, les bronches. Et donc, ils vont dire, ok, peut-être que cette personne, en ce moment, elle a un déséquilibre dans kapha. Donc, ils vont essayer d'aller à la cause, en fait, à la racine de la maladie, et pas juste de se débarrasser de la maladie, pas du tout. C'est parce qu'ils vont aller à la racine de la maladie et donner des traitements pour ça, pour remettre en équilibre les doshas, remettre en route le feu digestif, baisser le niveau de toxines dans le corps et remettre en route aussi une bonne qualité de tissu. C'est parce qu'ils font tout ça, ils sont revenus à la racine, qu'alors la maladie va pouvoir disparaître. Donc c'est une approche holistique. Moi, c'est ça que j'adore dans l'Ayurveda. Posez-moi des questions si vous en avez. Le courant a l'air d'être bien revenu. Donc là, j'ai terminé mon propos introductif. Parce que je pense que là, déjà, ça a été bien théorique. Je ne veux pas vous abreuver de théorie. Donc, à minima, vous, c'est quoi qui est intéressant pour votre vie? C'est déjà de connaître votre constitution. Vata, Pitta, Kapha. Il y a 7 constitutions possibles. D'accord? On peut être Vata, on peut être Pitta, on peut être Kapha. En général, la plupart des gens, surtout en Europe, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, on est constitué de façon dominante de 2 doshas. Donc en général, on va trouver des Vata Pitta, des Pitta Vata, des Vata Kapha, des Kapha Pitta, enfin vous voyez, voilà. À chaque fois, le premier, c'est le plus important. Par exemple, nous, on est 4, on est 2 Vata Pitta. Il y a un ami là qui est Pitta Vata, donc lui, ça veut dire que c'est d'abord Pitta, qui est son dosha dominant, et effectivement, c'est lui qui rêve de saucisson, enfin, il nous parle de saucisson à table et il rêve de boucherie fermée la nuit, et c'est un cauchemar et il se réveille en hurlant. C'est véridique. On sent que la cure, ça le travaille. Et puis, la 4e personne, elle est Vata Kapha. Donc, c'est d'abord Vata qui domine, et après Kapha. Donc, voilà. Et puis, il existe aussi la 7e possibilité, si vous avez bien compté, si vous êtes fort en maths, c'est d'avoir les 3 doshas ensemble. Vata, Pitta, Kapha. Voilà. Ça, c'est plus rare. Donc, en général, on est 2 doshas, et le premier, c'est celui qui domine l'ensemble. Donc, déjà, vous, pour le quotidien, c'est intéressant de connaître vos doshas. Pourquoi? Eh bien, très concrètement. Par exemple, si je prends les Vata. Les Vata, donc, c'est les types plutôt nerveux, rapides, paroles rapides. Vous me voyez, moi. Voilà. Je suis une bonne représentation d'un Vata. La parole est vive, ça mouline vite. Bon, après, voilà, il y a des tendances à l'anxiété. À chaque fois, il n'y a rien qui est bien ou pas bien. C'est tout une tendance. Les Vata, c'est des gens qui vont avoir tendance facilement à s'épuiser parce que ça va beaucoup chercher dans le système nerveux en permanence. C'est les gens qui ont certainement le plus de mal à se poser, les Vata, toujours en mouvement. Et donc, typiquement, qu'est-ce qu'on conseille à un Vata pour l'activité physique, par exemple, puisque je vous en parlerai tout à l'heure, mais le yoga, la méditation font partie intégrante du système de l'Ayurveda pour une bonne santé. Il y a le yoga pour la bonne santé du corps, la méditation pour la bonne santé de l'esprit, si je schématise. Un Vata, par exemple, s'il pratique le yoga, mais même on peut élargir ça à une activité physique de façon générale.
on va vraiment lui conseiller de faire plutôt des choses douces. Parce que le Vata, il est déjà en surmenage quasiment permanent. C'est sa nature. Donc il ne va pas falloir en plus en rajouter au niveau de l'activité physique. Donc lui, on va plutôt lui conseiller de pratiquer beaucoup la relaxation. S'il fait un effort physique, bien sûr, c'est bien. Mais s'écouter, ce qui n'est pas facile pour un Vata. Dès que c'est trop, on se pose. Voilà, on va plutôt lui conseiller des pratiques comme ça avec de la douceur. Un Vata, d'un point de vue alimentaire, qu'est-ce qu'on va lui conseiller? Nous, c'est marqué, hein, parce que donc ici, dans la cure, on a aussi des prescriptions du médecin pour ce qu'on doit manger, enfin ce qu'on peut manger, sachant que c'est assez facile, au niveau du buffet, ils nous mettent des étiquettes, Vata, Pitta, Kapha. Donc selon ce que vous êtes, vous savez ce que vous pouvez manger, il n'y a pas à réfléchir. Mais les Vata, en gros, il y a marqué en gros, éviter le gluten et le lactose. Donc l'Ayurveda s'actualise aussi avec les nouvelles normes, on va dire, alimentaires, parce que ça, c'est pas traditionnel, le gluten et le lactose. Mais il conseille d'éviter vraiment le gluten et le lactose pour les Vata, parce que ça va nous occasionner des problèmes, mais notamment digestifs, puisque le Vata, des soucis qu'il peut avoir de santé, ça va être notamment toute la sphère digestive. Vata contrôle aussi la respiration, tout ce qui est circulation aussi. Hein. Bon. Donc voilà, donc un conseil pour le Vata, ça va être d'avoir une alimentation visant particulièrement à éliminer lactose, gluten au quotidien. Le Vata, notamment l'hiver, sous nos saisons, quand il fait froid, Vata c'est froid, donc les Vata ils ont du mal à se réchauffer. Eh ben, il va pas falloir qu'ils mangent trop froid, donc des choses chaudes, plutôt avec un peu d'huile, ça va lui faire du bien. Voilà, donc il y a vraiment toute une connaissance après au quotidien de choses de santé qu'on peut s'appliquer pour garder un bon équilibre dans nos doshas. Ça c'est si on est plutôt à dominante Vata. C'est très schématique ce que je vous dis parce qu'on pourrait passer des heures sur chaque type, mais c'est pas le but. Après, il y a les personnes à dominante Pitta. Donc, si on a bien compris au début, Pitta, c'est le feu, c'est l'élément feu. Donc, l'élément feu, c'est vous. Voilà, le feu, on y va, on est plutôt compétitif. Je vous l'ai dit, c'est des personnes, il y a souvent une intelligence qui est présente, un bon appétit, ça aime profiter de la vie. Le Pitta, lui, on lui conseille une activité physique plutôt modérée. Il est entre les deux, quoi. Entre Vata, où lui, c'est plutôt du doux, et Kapha, il va lui falloir plutôt d'intensif, lui. Pitta, c'est au milieu, donc activité physique modérée, c'est bien pour lui. On va recommander beaucoup la méditation pour les Pitta parce qu'il y a un tempérament psychologique avec le Pitta qui va être un peu à la compétition, voire même à la colère. Hein, le côté je m'enflamme facilement, ça c'est très Pitta. Le Vata, on va aussi lui conseiller la méditation parce que là il y a le côté trop nerveux, ça va être les types ayurvédiques qui vont faire facilement des insomnies, avoir des angoisses, des anxiétés, des peurs. De toute façon, on conseille la méditation pour tout le monde. Je vais résumer. Ça c'est bon pour tous. Voilà, les Pitta à table, ils vont éviter par exemple l'été. Le Pitta est très sensible l'été, parce que l'été, c'est la saison où il fait chaud. Donc, eux, ils sont déjà feu, donc ça en rajoute une couche. Les Pitta, on va vraiment leur conseiller une nourriture l'été, par exemple, refroidissante. Donc, eux, dans l'Ayurveda, en tout cas, le lactose et le gluten n'est pas interdit pour les Pitta. Moi, personnellement, je ne recommanderais pas trop le lactose et le gluten pour n'importe qui, aujourd'hui, par rapport à nos modes de vie qui font que nos corps sont quand même très sollicités. Mais en tout cas, il est certain que le Pitta tolère beaucoup mieux le lactose que les autres types ayurvédiques. Parfois même, ça peut les rafraîchir, les refroidir. Ça leur fait du bien. Avec par exemple du brebis ou du chèvre, qui ne va pas avoir le problème qu'a la vache dans ce qu'on trouve dans le lait par exemple. Le Kapha, alors les Kapha, ça va être l'inverse. C'est les types plus flegmatiques, plus posés, plus calmes. Le Kapha, il n'aime pas naturellement trop se bouger. Et puis souvent il est en surpoids. Donc lui c'est l'inverse, on va lui conseiller de faire une activité physique plutôt intense. Voilà, et les Kapha ils ont une vraie résistance de fond, mais ils n'aiment pas trop. La vie est mal faite. Le Kapha c'est le type ayurvédique où quand il mange, on va lui conseiller pas mal de fruits par exemple, pour essayer d'avoir une alimentation plus, on va dire légère, qui va lui permettre de ne pas trop accumuler le poids, parce que ça va être sa tendance naturelle. Le Kapha... Donc je vous l'ai dit, une activité physique plus intense va lui être conseillée. Et puis on va lui conseiller du mouvement, le Kapha, parce que naturellement le Kapha il va avoir une tendance posée, calme, stable. Donc lui, au contraire, il faut le stimuler pour qu'il bouge. Le Vata, il faut le relaxer pour qu'il se pose. Et le Pitta, l'inviter à se calmer. Si je résume, hein, c'est hyper schématique ce que je vous dis, mais c'est pour donner vraiment des grands traits de caractère des différents types ayurvédiques. Donc au quotidien, qui nous sommes, notre propre constitution, quand on acquiert cette connaissance-là de nous-mêmes, nous donne des recommandations sur la façon de manger, la façon de faire de l'activité physique, ce qui est bon pour nous, ce qui est moins bon pour nous. Après, l'Ayurveda a tout un système au niveau de l'alimentation, il parle de 6 goûts différents, mais là je ne rentre pas dans les détails, c'est trop complexe.
Voilà, donc vous allez pouvoir vous équilibrer complètement par la nourriture, en fonction des saisons. Voilà, ça peut vraiment aller très très loin, le côté raffiné, on va dire, de l'Ayurveda dans nos vies. Ici, ce qui est très pratique quand on fait une cure ayurvédique, c'est que vous êtes pris en charge, j'ai envie de dire. Vous arrivez, vous voyez un médecin ayurvédique, il fait la consultation qui dure 1 heure, il vous donne votre constitution, vos recommandations, vous avez une feuille voilà, avec les recommandations, y compris l'alimentation. Il vous donne les traitements, chaque jour il adapte les traitements. Donc je disais, pendant une cure, le médecin pose 3 questions rituelles. Alors à votre avis, c'est quoi les 3 questions pour connaître notre état chaque jour, notre état de santé? À votre avis, si vous étiez médecin ayurvédique, c'est quoi les 3 questions qui seraient importantes à poser? Première question, c'est tout simple. Hein. Sleep, ok? Donc, est-ce que le sommeil était ok? Était bon? Première question, donc c'est sur le sommeil. Tous les jours, avant d'aller au traitement, on a droit à cette question. Deuxième question, après le sommeil, qu'est-ce que ça peut être? L'appétit. Est-ce que l'appétit est ok? Donc ça, c'est la deuxième question qui donne des indications au médecin chaque jour sur notre état de santé. Parce que parfois, on a l'appétit qui a diminué, il a augmenté, il est stable, il va bien, on n'a pas d'appétit. Donc tout ça, ça le renseigne. Troisième question. À votre avis? Oui, c'est ça, Pauline, bravo. Est-ce que vous allez à la toilette tous les jours? Alors, ils le disent avec une façon très élégante. Ils disent « toilette régular ?» Puisqu'ils parlent anglais, mais enfin, c'est de l'anglais basique. Hein. Il suffit de connaître quelques mots, on se repère vite. Et puis par contre, pour la consultation, je ne l'ai pas dit, mais pour la consultation à l'arrivée, inclus dans la cure, on a un traducteur. Donc ils nous demandent si on veut un traducteur. Donc nous, on avait dit oui. Parce que même si on parle anglais un petit peu, le traducteur, lui, il va traduire toutes les maladies entre l'anglais et le français que nous, on ne va pas savoir traduire. Parce qu'au début, on remplit le questionnaire, on met aussi notre ancienneté sur les maladies. Par exemple, il pose des questions sur les maladies infantiles. Qu'est-ce qu'on a eu, pas eu, si on a eu des opérations, des accidents. Enfin voilà, il pose vraiment des questions détaillées. Donc en effet, bravo Pauline, la troisième question rituelle tous les jours à laquelle on a droit, c'est est-ce que vous êtes allé aux toilettes? Les toilettes, c'est la selle, hein, c'est pas les urines évidemment. Voilà, les 3 questions rituelles chaque jour. Et en fonction de ça, on a donc des traitements. Les traitements, quand on est dans une cure de purification, celle que nous faisons, donc Panchakarma, les traitements durent 2 heures, donc 2 heures, 2 heures et quart même parfois. Alors traitement, soins, on appelle ça comme on veut, des 4 personnes présentes qui avons toutes des motivations différentes dans la vie, puis on n'est pas les mêmes doshas, donc ça explique aussi, ceci explique cela. On considère que 90% des traitements, c'est le bonheur. Bon, il y a 10% des traitements, c'est un peu moins sympa, du style, évidemment, en premier, la purge. Mais après, ici, franchement, la purge ayurvédique, c'est très accompagné parce qu'il y a les médecins, parce que pendant la purge, on le fait le 6e jour, et pendant donc 5 jours, on a massé le corps, on a fait bouger les toxines pour les drainer vers l'intestin, grâce au beurre clarifié que l'on boit, enfin, il y a tout un protocole. Donc vraiment, la purge, elle est douce et elle se passe hyper bien. Enfin, moi qui fais beaucoup de purges dans ma vie, de plein d'autres méthodes, notamment Shankh-Prakshalam dans le yoga, notamment les purges les approches naturopathiques type Irène Grosjean, donc des purges avec du ricin ou avec des purges hydriques. Bon bref, j'en ai fait plein dans ma vie depuis 20 ans. Je peux vous dire que celle-ci, c'est toujours une des plus douces que je fais. Je reviens sur comment se passe une cure ayurvédique, pour vous donner les grandes lignes. Je parlais, quand ça s'est coupé, hein, je parlais juste de les soins qu'on trouvait désagréables, donc c'était les purges, les lavements, enfin voilà, classique. Tout le reste, c'est ultra agréable, une cure ayurvédique, parce que c'est des massages à 4 mains, il y a beaucoup d'huile, c'est des bains d'huile, des bains de lait, comme Cléopâtre, mais vraiment. Le filet d'huile aussi, au niveau du front, qui s'appelle le Shirodhara, qui est un soin mythique de l'Ayurveda, qui, ça crée une légèreté au niveau de l'esprit, c'est incroyable. Le soin où vous avez une couronne, je l'ai eu ce matin, ils appellent ça The Crown Treatment, le traitement de la couronne, Shirovasti. On a une couronne et on a de l'huile comme ça qui nous baigne dessus du crâne. C'est très bon pour la nuque, c'est bon pour un bon sommeil de qualité. Je trouve que ça purifie bien l'esprit aussi. Enfin, après, voilà, il y a la dimension aussi plus énergétique, plus spirituelle, selon ce que chacun en ressent les uns et les autres. Et donc, vraiment, les traitements, moi, j'allais dire, c'est du bonheur. Oui, il y a tout ce qui est aussi à base de gommage, des pochons. Enfin, c'est tout fait avec des herbes, des plantes médicinales, des huiles qui sont fabriquées sur place. C'est hyper écologique. On est vraiment ici en Inde, enfin moi là dans ce que je reçois, dans un Ayurveda très traditionnel, c'est très simple les équipements, moi c'est ce que j'adore, c'est vraiment à la fois très traditionnel et à la fois l'hébergement, on est dans un confort, c'est-à-dire on a de l'eau chaude, pour enlever l'huile après les soins c'est quand même pratique, on mange très bien, enfin voilà, tout est fait pour notre confort, donc moi ça me correspond bien en tout cas.
Une cure ayurvédique, il y a 2 grands moments quand on fait la cure de purification. Première partie de cure, les 6 premiers jours, 5-6 premiers jours, on met tout le corps en mouvement, enfin les toxines justement en mouvement avec des massages pour drainer tout ça dans l'intestin. Et on boit du beurre clarifié aussi, ça va aider à drainer les toxines dans l'intestin. Il y a la purge, pour purger tout ce qui a été drainé, par définition. Et après, la deuxième partie de la cure, là, on sent que c'est différent. Même les mouvements dans les massages sont différents. C'est une autre approche. C'est d'autres types de soins. Voilà, on sent que là, le corps est en train de remonter dans l'énergie petit à petit. Et voilà, tous, on partage nos sensations, l'énergie qui est présente. Parfois, il peut y avoir des coups de fatigue, hein, parce que c'est quand même intense pour le corps. Mais en même temps, on est là pour ça, pour se reposer, pour prendre soin de nous. Donc, c'est tout à fait OK. Et puis, on sent aussi après la purge, notamment, moi c'est ça que j'aime après chaque purge, on sent ce côté esprit clair et intuition qui est très affûté. Ça c'est très agréable. Donc voilà les grands moments d'une cure ayurvédique. Moi spécifiquement, je vais répondre à la question qu'on m'a posée tout à l'heure sur le Covid. Quelqu'un post-Covid qui a des séquelles apparemment, peut-il venir faire une cure ayurvédique? Une cure ayurvédique, c'est bon pour tout. Puisque comme on l'a vu, l'Ayurveda ne va pas s'arrêter à la maladie elle-même. La maladie va le renseigner sur un déséquilibre des doshas. Et donc, il va s'attaquer à la racine de la maladie, le déséquilibre des doshas, pour remettre les doshas dans un équilibre, remettre de la qualité dans les tissus du corps, de la qualité dans le feu digestif, et puis on a vu aussi les toxines en éliminer, un bon paquet. Et donc, il va remettre en fait de la santé dans le corps. Voilà. Et c'est ça qui va chasser la maladie. Parce que la maladie est un dérèglement du fonctionnement naturel du corps et l'Ayurveda vise à restaurer un équilibre. Donc un retour vers un fonctionnement naturel et harmonieux du corps sur tous les plans, plan physique, plan mental, plan spirituel. Donc l'Ayurveda, c'est aussi de cette manière-là qu'il va traiter les maladies psychosomatiques, psychiques, etc. Hein, le système nerveux, donc il va revenir à la racine, quel est le dosha qui est déréglé, etc. etc. Donc oui, clairement, pour tout ce qu'on a dans la vie, j'ai envie de dire, une cure ayurvédique ne peut faire que du bien, c'est une évidence. Moi, par exemple, je vais vous parler de façon un peu plus spécifique, là, pour répondre à cette question. Donc, ce que j'ai aux yeux, c'est une maladie génétique qui s'appelle une rétinite pigmentaire. Donc, je le cite dans le questionnaire au début. Donc, déjà, pour les traductions, heureusement qu'on a le traducteur. C'est une maladie génétique évolutive. Il n'y a aucun traitement connu dans le monde, hein, pas qu'en France, évidemment. Et alors, qu'est-ce que fait l'Ayurveda pour ça, par exemple? Voilà un très bon exemple, puisque maladie génétique, l'Ayurveda, il ne parle pas de la génétique. Bon, les yeux, il faut savoir, déjà, dans l'Ayurveda, c'est associé à l'élément feu. Et l'Ayurveda a un soin spécifique pour les yeux, qui s'appelle Tipi. Enfin bon, après, le mot anglais est plus complexe. À quoi ressemble ce soin? Donc, vous êtes allongé sur le dos. On vous met comme ça, comme des lunettes, mais tout est fabriqué. Hein. C'est une pâte qui se fabrique à base de farine et de je sais pas quoi, un truc qui colle un peu, donc il doit y avoir un peu de miel dedans. Enfin, c'est très naturel, les produits. On vous jointe tout ça ici, là, comme des grosses lunettes, je suppose. Enfin, moi, c'est ma sensation. Voilà, c'est comme ça. Vous pouvez respirer pendant ce temps-là. Vous êtes allongé, c'est le docteur qui va venir vous administrer ce soin, parce qu'on est donc chacun avec 2 thérapeutes, des femmes pour les femmes, des hommes pour les hommes. Hein. Ça, c'est la culture indienne qui veut ça. Nos 2 thérapeutes nous mettent le masque là, voilà, pour le bain d'yeux, et le docteur va verser le produit. Et le produit pour les yeux, c'est du beurre clarifié. Donc c'est du beurre, quand on le clarifie, ça veut dire qu'on enlève la mousse au-dessus du beurre. Et il est tiède. Et ils vont verser, donc l'Ayurveda utilise beaucoup l'huile médicinale avec des plantes dedans, du beurre clarifié, voilà. Et le beurre clarifié, donc ça va permettre de faire un bain d'yeux. Et donc je suis sur le dos avec mon masque, mes yeux baignent dans le beurre clarifié, et puis le docteur me dit open, close, ouvrez, fermez. Et donc je dois ouvrir, fermer, j'ai demandé combien de fois, c'est à peu près une centaine de fois au niveau des yeux, voilà, pour faire ce bain d'œil en fait. Voilà. Ça c'est le traitement pour les yeux. Dans une cure ayurvédique standard, comme mes collègues ont, on le fait qu'une fois, ou 2 maximum. Moi, du fait de ma maladie génétique, en début de cure, le docteur m'a dit, écoutez, on va le faire tous les jours. Est-ce que vous êtes d'accord? Je dis, oui, ok. Quelque part, je viens là pour ça, je viens là pour ma santé. Donc, tout ce qui peut améliorer, allons-y. Je l'avais déjà fait par le passé, hein, tous les jours, ce soin. J'avoue que pour moi, recevoir ce soin n'est pas agréable, parce que ça m'irrite les yeux, en fait. Quand j'ouvre, quand je ferme, je sens comme une irritation. J'ai comparé les sensations avec quelqu'un d'autre de notre groupe qui n'a pas de problème aux yeux particulier. Enfin, il est presbyte, juste, ou myope, je ne sais plus. Mais voilà, il n'a pas une lourde maladie comme celle que je peux avoir. Lui, quand il fait le soin pour les yeux, il n'a rien, quoi. Ça lui fait même pas cette sensation d'irritation. Donc le vécu de chacun est très personnel, j'ai envie de dire.
Ce qui est sûr, c'est qu'après le soin aux yeux, il faut être, voilà, pendant 2-3 heures, il y a des recommandations. On ne doit pas s'exposer au soleil, on ne doit pas s'exposer à l'air, on ne doit pas faire d'écran. Moi qui travaille en même temps que je suis ici, ben, j'en ai pris mon parti, je m'organise. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que les médecins, ils me demandent souvent, ils viennent me voir, ils me disent alors, votre vision? Alors déjà, ils ne savent même pas comment est ma vision au départ, parce que c'est quand même compliqué d'expliquer quand on est en cécité légale ou malvoyant profond, c'est toujours un peu compliqué nos histoires de vue. Donc j'ai dit, vous savez, moi j'y vois dans un tout petit rond et flou. Alors des fois, j'ai le médecin, il se met en face de moi, il me dit, et là, vous voyez quoi? Ben, je lui dis, je vois un œil flou. Voilà, c'est à peu près ça ma vision. Ce que je ressens avec ce soin pour les yeux, clairement, je l'ai clairement dit au médecin, c'était pareil les fois d'avant, je ne ressens pas que ça me redonne la vision perdue, hein, soyons clairs. Par contre, ce que je ressens, c'est que dans mon restant de vision, ça m'améliore, ça me rend moins photosensible, pas au moment du soin, hein, ni 2-3 heures après, mais plus tard, dans la journée. Je sens que ça renforce les muscles, en fait, oculaires. C'est bon pour les muscles oculaires, ce soin. C'est bon pour le nerf optique. Je sens que mes yeux sont plus forts, moins sensibles. Je ne pourrais pas vous exprimer avec des mots trop précisément, mais je sens vraiment que ça me fait du bien. Parce qu'en fait, j'ai demandé comment ça fonctionnait, ce soin. Pour eux, dans leur logique, le beurre clarifié, là, qu'on verse donc sur des tissus directement, sur l'œil, et puis je fais mon bain d'œil en ouvrant et en fermant, ça va venir nourrir, en fait. Ça vient nourrir les tissus de l'œil. Moi, je sens aussi que ça m'enlève un peu du feu de l'œil, puisque les yeux étant reliés à l'élément feu. En tout cas, c'est mon ressenti personnel, non validé par personne, mais je le sens comme ça. Ça renforce les muscles, ça on le sent très clairement. Voilà, donc c'est les Indiens, ils m'ont dit c'est nourishment. Nourishment, c'est-à-dire ça va venir nourrir vos tissus dégradés, hein, forcément. Au niveau de l'œil, j'ai des tissus dégradés. Et donc je sens que ça me fait du bien. C'est pour ça que ça me motive de faire ce soin tous les jours. Je trouve mon regard plus ouvert aussi. Je ne sais pas si ça se voit, mais moi je le sens physiquement. Donc même si on a une maladie dite incurable, parce que moi c'est le cas de ma maladie génétique, une rétine pigmentaire, c'est une maladie incurable. Tout ce qu'on vous prédit, c'est une évolution merdique, pardon pour le mot, mais c'est ça. C'est-à-dire on vous dit qu'en gros vous pouvez devenir totalement aveugle, et on ne sait pas vous dire en France, aucun ophtalmo jamais pourra vous dire ni quand, ni comment, ni si ça va arriver un jour, ni si ça va pas arriver. Donc moi quand j'ai compris ça, d'abord j'ai fait un déni, et puis à l'âge de 33 ans, je me suis prise en main, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'ai vraiment perdu la vue un bon coup, j'ai dû apprendre à marcher avec une canne blanche. Mais à partir de là, ma vie a changé parce que j'ai rencontré le yoga, j'ai rencontré l'Ayurveda, j'ai fait ma première cure ayurvédique en 2008. À l'époque, c'était pas directement pour mes yeux, c'était parce que j'étais épuisée. Cette histoire des yeux m'épuisait. En plus, en bon vata que je suis, si vous avez compris le système, j'avais double raison de m'épuiser. Et donc, ma première cure ayurvédique en 2008, c'était déjà pour sortir de l'épuisement. Et j'avais eu des résultats que j'avais trouvés superbes. Après, ça dure plusieurs mois. Mais après, si vous faites rien, si vous changez pas le mode de vie, si vous ne changez pas vos habitudes, vous inquiétez pas, tout revient. Hein. Donc il faut vraiment après installer durablement des nouvelles habitudes, sinon ça sert à rien. Vous serez amélioré pendant 9 mois, mais après ça repart. Donc vraiment pour moi c'est un mécanisme de prévention l'Ayurveda, et je vais finir là-dessus, avant tout. C'est parce qu'ensuite vous allez comprendre comment le corps fonctionne, et Dieu sait que c'est des années pour ça, pour acquérir une connaissance de soi-même, c'est pas simple. On ne nous l'apprend pas à l'école, quelle erreur. C'est parce qu'on comprend, et puis comment on traite ses émotions, enfin c'est pas que le corps physique, c'est tous les plans. Hein. C'est parce qu'on comprend profondément comment on fonctionne qu'on va pouvoir améliorer notre propre fonctionnement et avoir une vie de plus en plus harmonieuse, épanouie, belle, et y compris physiquement. Moi quand je vois aujourd'hui la vie que j'ai, elle n'est pas normale par rapport au niveau de handicap que j'ai, qui est lui très lourd. Mais je suis persuadée, enfin intimement persuadée, que c'est tout ce que je fais depuis plus de 15 ans, entre mes cures ayurvédiques, le yoga, la méditation, mon yoga du froid, où là j'y trouve une autre approche de nettoyage du corps, enfin voilà, je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est pas le but. Mais les jeûnes, les purifications, enfin voilà, je vous dis, moi, les purges et tout ça, enfin tout ça, je pratique tout ça depuis 15 à 20 ans, j'en suis pas à ma première fois. C'est tout ça qui améliore un être humain dans sa globalité, parce qu'on est fait pour être en très bonne santé, c'est notre droit de naissance. Sauf que ce droit de naissance, il se perd très très vite, par souci de civilisation. Par souci d'ignorance des lois de la nature. L'être humain aujourd'hui s'est totalement éloigné des lois de la nature. Donc c'est à nous, c'est un devoir, c'est une responsabilité. Moi j'estime de se rapprocher de tout ça, d'investir, parce que ça demande du temps, de l'énergie, éventuellement de l'argent. Moi j'ai payé beaucoup de formations diverses et variées pour apprendre plein de choses. Je me suis beaucoup appliquée. Moi j'aime beaucoup être ma propre cobaye, c'est-à-dire que je m'applique les choses. Je ne crois jamais ce qu'on me dit, j'applique. Je vois si ça me correspond ou pas, j'applique et puis après je vois ce que j'en retire. Et c'est toute cette démarche de vie qui fait qu'on peut mener une vie de plus en plus sereine, épanouie et harmonieuse, en fait, j'ai envie de dire. Donc pour moi, l'Ayurveda, c'est à ce titre qu'il est intéressant. C'est à nous rapprocher d'une connaissance du vivant. Et le vivant, avant tout, c'est nous, quoi. C'est nous,
en relation avec l'environnement, avec les autres, avec, les lois de la nature. Et il n'y a pas plus simple, et à la fois il n'y a pas plus compliqué, tellement on est dans un système tous les jours qui nous éloigne de tout ça. Mais vraiment. Parce qu'il y a une vraie méconnaissance des lois du vivant aujourd'hui, dans les rythmes de vie qu'on a, dans la façon dont on vit, dans ce qu'on nous enseigne à l'école. On ne nous enseigne pas nos émotions, on ne nous enseigne pas le corps physique, comment ça fonctionne, la pensée. On ne nous enseigne pas les interactions de la pensée avec le corps physique, j'en ai pas parlé. Mais pour l'Ayurveda, toutes les maladies, elles sont d'origine de toute façon psychosomatique, c'est-à-dire elles démarrent ici, là, dans la tête. Et après, elles vont se matérialiser dans le corps. Donc l'Ayurveda va aussi mettre une importance fondamentale, j'en parle là parce que ça me paraît très important, sur les 3 types de pensées, ce que le yoga appelle les 3 gunas. Il y a Rajas, Sattva, Tamas. Tamas, c'est les pensées les plus lourdes, on est dans l'ignorance, on ne veut pas bouger, on est dans l'inertie. Rajas, c'est le côté très... on est dans le mouvement, dans l'action, mais elle va être un peu peut-être pas éclairée, cette action. Et puis Sattva, qui est notre but d'être humain, c'est d'aller vers une pensée sattvique, c'est-à-dire une pensée lumineuse, une pensée plus éclairée, plus stable. D'où la pratique de la méditation, notamment, pour aller vers ces états-là. Mais en fait, c'est tous les jours qu'on pratique finalement. Le yoga pour l'Ayurveda, c'est pas que sur un tapis pour la souplesse du corps. C'est vraiment une pratique qu'on insère dans son quotidien de façon globale, en fait. C'est holistique et le mot qui correspond pour moi le mieux. Parce que c'est dans tous les domaines que ça va pouvoir se manifester et s'appliquer. C'est pas juste l'alimentation, c'est pas juste une bonne élimination, c'est pas juste une bonne gestion du stress. Non, c'est vraiment un ensemble de choses. Et c'est vrai que moi, tous ces principes-là de vie que j'ai acquis, je vais arriver à la fin du live, je vous ai dit que je vous avais prévu quelque chose, mais en fait, c'était pas prévu, c'est ce matin, l'idée m'est arrivée. Tous ces principes que je m'applique depuis, je vous l'ai dit, 15 à 20 ans, qui sont des choses très simples au quotidien, mais c'est la somme de ces choses-là qui font que je sais entretenir aujourd'hui ma santé dans une bonne dynamique. Et de temps en temps, je fais des cures, des petits resets. Toutes ces choses-là, je l'avais rassemblée à l'époque, il y a 2 ans, quand j'ai fait mon accompagnement, que je l'ai lancé, qui s'appelle la méthode 5 minutes pour soi, qui était vraiment destinée à des femmes qui s'épuisent. Pourquoi des femmes qui s'épuisent? Tout simplement parce que moi, ça me parlait, parce que je venais de ce parcours-là de vie. J'étais une femme qui avait tendance à s'épuiser souvent. Donc j'avais rassemblé tout ça dans la méthode 5 minutes pour soi. Et à l'époque, je mêlais une plateforme de formation. J'ai créé 12 modules, puisque c'était sur 3 mois. Chaque semaine, on suit un module, où je balaye toutes ces connaissances du vivant dans les 12 modules. Et il y a plein de choses que j'ai pas citées, mais je travaille aussi sur l'enfant intérieur, les émotions, la confiance en soi. Enfin voilà, pour moi, tout ce qui fait une vie heureuse ou pas. Et puis à côté, il y avait le coaching, qui était vraiment la dynamique accompagnement. Et c'est vrai que là, j'avais la dernière cliente méthode 5 minutes pour soi. On est en train de terminer un accompagnement parce qu'ensuite, en cours de parcours entrepreneurial, je me suis j'ai souhaité changer de clientèle. Je m'occupe toujours de femmes épuisées si ponctuellement elles viennent me solliciter, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, massivement, je communique plutôt sur Oser Réussir, qui est mon accompagnement signature vraiment pour les entrepreneurs qui veulent développer largement leurs activités, comme moi je le fais. Et je me suis dit, mais c'est quand même dommage, tout ce contenu de la méthode 5 minutes pour soi, cette plateforme de formation qui est créée, qui existe, qui est magnifique. Chaque module, il y a un podcast à chaque fois, il y a des vidéos, ça dure pas longtemps, puisque c'est pour des gens au début qui ont peu de temps à se consacrer. Donc, des fois, les vidéos, c'est 3 minutes, des fois, c'est 10 minutes. C'est toutes ces habitudes d'hygiène du quotidien. On balaye le sommeil, l'alimentation, la gestion du stress, les pensées, la méditation, le yoga, mais des choses toutes simples. La respiration, la confiance, enfin voilà, on balaye tous ces thèmes de santé. Et je me suis dit, mais c'est vraiment dommage que ça ne profite plus à personne. Ça a profité à 30 personnes qui ont suivi mon accompagnement et aujourd'hui, ça ne vit plus. Et donc, ce matin, j'ai eu l'idée, j'ai dit, mais attends, tu pourrais très bien proposer ça, non plus l'accompagnement, puisque ça, j'ai décidé de ne plus le faire, mais la plateforme de formation et le proposer à des personnes intéressées parce que là, vous avez accès à vie, à chaque fois, je laisse l'accès à vie, à toutes ces habitudes de bonne santé et de prévention que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. Donc, c'est l'idée de ce matin. Je n'avais pas prévu de proposer quoi que ce soit à la fin de ce live, donc je le propose. Je vais l'appeler 5 minutes pour soi la formation, pour que ce soit distinct de mes accompagnements. Une première étape, c'est la connaissance de soi, dans tous les domaines. Il y a une deuxième étape, c'est comment se relier à soi-même. Et pour ça, on fait des nettoyages, des purifications, non pas des purges et tout ça, je ne guide pas ça, ça se fait de façon individualisée, mais c'est des nettoyages des émotions qui sont restées coincées, c'est des nettoyages par rapport à l'enfant intérieur, d'aller se reconnecter, enfin voilà, il y a tout un pilier au milieu qui est là-dessus, et enfin il y a un pilier qui s'appelle la libération, où là on se rapproche, j'ai envie de dire, de plus en plus de ces fameuses lois du vivant, en fin de parcours,
pour vivre dans plus d'harmonie, plus d'épanouissement, plus de sérénité. C'est ce que ça apporte. Donc voilà, je vous fais cette proposition. Vous me contactez en message privé si vous êtes intéressé. Je vais laisser la proposition ouverte jusqu'à fin juillet. C'est 20 années de recherche assidue et d'expérimentation plus qu'assidue sur moi-même avec mes gros problèmes de santé de départ. Ce que j'ai réussi à en faire, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait, oui quand même, hors norme. Et je souhaite le mettre à disposition vraiment du plus grand nombre parce que j'ai une de mes clientes qui m'avait dit si j'avais connu ça avant, ça m'aurait fait gagner 7 ans de ma vie. Ben voilà, j'estime que ça peut vous faire gagner plusieurs années de vie et de bonne vie, ben alors j'aurais fait mon job, d'une certaine manière. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Passez un bel été et je vous dis à très bientôt dans ce groupe pour des prochains lives.